Avant, c'était l'OPEP et l'OPEP+ qui décidaient du prix du pétrole. Vous pensez qu'on a aujourd'hui une nouvelle alternative sur le marché, comme le détroit d'Ormuz? Parce que selon moi, le passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz ne change plus vraiment le prix du pétrole. Yeah, but that's Oui, mais ça, enfin, d'un point de vue pratique, en termes de résultats, oui, bien sûr. Regardez, on avait Aramco, vous savez, la compagnie pétrolière américano-arabe ou arabo-américaine. Et en gros, ils ont surdéveloppé l'infrastructure de production pétrolière saoudienne. J'ai oublié les chiffres exacts, mais à un moment donné, la capacité maximale était d'environ 12 millions et demi de barils par jour, alors qu'ils n'en produisaient que 9 millions. Pourquoi? Parce que c'est très coûteux de maintenir toute une infrastructure qu'on n'utilise pas. Et la raison, c'est que quand les États-Unis ont besoin de plus de pétrole sur le marché, les Saoudiens peuvent augmenter la production immédiatement. Pas besoin d'attendre. Tout est prêt, il suffit d'ouvrir les vannes et ça coule. Et quand on veut resserrer un peu, les Saoudiens réduisent. Et on avait cette relation qui disait « Nous garantirons votre sécurité en échange de votre aide pour réguler notre marché ». En théorie, l'Iran pourrait faire la même chose dans le détroit d'Ormuz, resserrer, relâcher, resserrer. La différence, c'est qu'il bloquerait des expéditions qui ne leur appartiennent pas. En Arabie saoudite, avec l'Iran, on parle d'ouvrir ou de fermer des oléoducs saoudiens reliés à des champs pétrolifères saoudiens et tout ce qui va avec. Là, ce serait l'Iran qui étranglerait l'économie mondiale. Et ça, en temps de guerre, ça peut être efficace. Mais en temps de paix, c'est impossible. L'Iran ne peut pas être perçu comme cherchant à limiter activement la production d'énergie du Koweït, de Bahreïn, de l'Irak ou même de l'Arabie saoudite, en disant on ne laissera passer qu'un certain nombre de navires. C'est pour ça qu'on a besoin d'un effet de cessez-le-feu. Mais ce qui est important, c'est que les Iraniens peuvent tout arrêter quand ils le veulent. C'est aussi important pour l'Iran de garder cette voie ouverte et de permettre la libre circulation de l'énergie. Tant que vous payez votre petit droit de passage, disons 2 millions de dollars par navire, je crois que c'est à peu près ce qu'ils demandent selon la cargaison, eh bien, vous laissez faire et tout se passe bien. Mais je ne pense pas que l'Iran va contrôler ça, parce que ce n'est pas son rôle. D'abord, l'Iran n'a jamais dit qu'il allait devenir l'arbitre de qui gagne de l'argent et de qui n'en gagne pas. L'Iran considère que toutes les nations productrices d'énergie sont des nations souveraines et que c'est leur décision souveraine. Et je pense que l'Iran soutiendrait cette idée, tant que les pays ne cherchent pas à se positionner les uns contre les autres. Donc, à mon avis, une partie du cadre de sécurité régionale doit inclure un volet sur la sécurité énergétique. Par exemple, si vous avez des pactes de non-agression, cela veut dire que l'Iran n'a plus à craindre du jour au lendemain la fermeture du détroit d'Ormuz. Et en retour, l'Iran doit s'engager à garantir la libre circulation de l'énergie. Il faut aussi prévoir des exceptions très clairement définies pour que tout le monde comprenne que si telle ou telle situation se produit, alors l'Iran a le droit d'agir de telle manière. Mais tant que les engagements sont respectés, l'Iran doit laisser le trafic passer. Je pense que c'est pour ça que je dirais qu'Israël est en train de perdre l'Arabie saoudite et le Qatar. Parce que la situation, le calcul de la part de ces gouvernements a complètement changé. Et selon vous, est-ce qu'il y a un moyen pour Israël de faire quelque chose ou de renverser ce qui se passe, notamment avec le cas de l'Iran? Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite et le Qatar dépendent énormément de l'Iran. Peu importe qu'ils reconstruisent ou qu'ils construisent un nouveau pipeline, ils ne vont pas tout contrôler uniquement avec ces pipelines. Ils vont rester dépendants du détroit, pour l'essentiel. Et ce n'est pas seulement une question de détroit. Il y a aussi les câbles Internet, dont beaucoup de gens parlent en ce moment en Iran.
that in Iran right now. Yeah. This is I remember in the 1990s. Je me souviens que dans les années 90, j'ai eu une conversation avec les Israéliens à propos de la menace grandissante du Hamas. Quand je voyageais en Israël entre 1991 et 1998, à chaque fois que j'y allais, il y avait un attentat terroriste, un attentat du Hamas qui faisait des morts, un bus qui explosait sur Dizengoff, un restaurant, puis un autre, encore un autre. Tout explosait. Certains de ces attentats ont eu lieu juste à côté de moi. J'entendais les déflagrations. L'un d'eux a détruit un restaurant où j'avais déjeuné la veille, juste avant le Great Goliath. C'était vraiment le quotidien là-bas. J'ai eu une conversation avec un Israélien parce que je travaillais avec les services de renseignement, les services de sécurité israéliens. Donc, quand on déjeunait ensemble, on parlait de toutes sortes de sujets. Et l'une des choses intéressantes qu'ils ont dites, c'est qu'un gars a expliqué que la meilleure façon de faire la paix avec le Hamas, c'est de négocier directement avec eux. Les inviter à la table et les rendre partie prenante de la solution, pas seulement du problème. C'est très facile d'être un terroriste quand tout le monde s'attend à ce que tu sois rien d'autre qu'un terroriste. La barre est basse. Mais si tu dois devenir quelqu'un qui cherche des solutions, si tu as désormais un intérêt direct dans la résolution du problème, là c'est différent. Vous savez, c'est politiquement impossible que ça arrive à cause des dynamiques internes. Mais vous voyez, si j'étais aux commandes d'Israël, je pourrais faire certaines choses une par une. Par exemple, Gaza doit être entièrement reconstruite. Complètement. Moi, je ferais un plan pour reconstruire Gaza au bénéfice du peuple palestinien. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Juste ici, il développe. J'avais une parente, une femme très intelligente, qui avait très bien réussi. Je me souviens lui avoir rendu visite une fois. Et sur sa table, elle avait une carte de Bozeman, dans le Montana. Et je lui ai dit, elle vivait à Beverly Hills, dans une maison à $1 million. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu as une carte de Bozeman, dans le Montana? Elle m'a dit, eh bien, j'achète des terrains. Je lui ai répondu, ah bon, et comment tu fais pour acheter des terrains? Alors elle m'a montré son plan. Elle s'était assise, elle avait tout cartographié et elle avait prévu où se trouveraient tous les carrefours stratégiques. Elle m'a dit, c'est ici qu'ils construisent les banques, ici qu'ils mettent les stations-service, ici qu'ils installent les infrastructures. Alors elle a ajouté, je vais acheter les terrains dont ils auront besoin pour construire ces infrastructures. Et quand ils viendront me voir, je ne leur vends pas le terrain, je le leur loue. Comme ça, je touche un revenu continu. Je garde le contrôle de la situation. Et si un jour ils m'énervent, je peux vendre le terrain et leur banque disparaît. Elle doit partir. Et là, je me suis dit, c'est un peu du génie maléfique quand même. Et c'est ce que je ferais. Je ferais la même chose avec Gaza. Je ne le dirai pas ouvertement, mais je reconstruirais Gaza. J'achèterais chaque terrain situé sur les points stratégiques, et de cette façon, je posséderais Gaza. Et je veillerais à ce que les habitants de Gaza prospèrent, mais qu'ils comprennent aussi, au bout du compte, qui contrôle quoi. Ou peut-être que s'ils ne comprennent pas. Par exemple, en ce moment, c'est pareil ici. Il y a du développement dans cette zone. Je ne sais pas qui possède le carrefour, mais je sais que ça va devenir essentiel pour le développement économique local. Donc, celui qui en est propriétaire a d'une certaine manière plus de pouvoir qu'un élu, non? Alors oui, je pourrais résoudre le problème de Gaza sans aucune force militaire, en la reconstruisant vraiment et en la rendant belle. Mais au bout du compte, j'ai un contrôle direct sur ce qui se passe à Gaza. Je pourrais faire la même chose au Liban. Je pourrais me retirer complètement du Liban. Donc la première chose que je ferais, ce serait de reconstruire Beyrouth. Et je ne laisserai pas les Saoudiens venir. J'utiliserai mes intermédiaires,
et je prendrai le contrôle de Beyrouth. J'achèterai, je démolirai les bâtiments, j'achèterai les carrefours stratégiques, je construirai les infrastructures, et ainsi je donnerai du pouvoir politique à certaines personnes. Plutôt que de chercher à isoler le Hezbollah, je chercherai à le rallier. Je dirai au Hezbollah, je veux travailler avec vous. Je veux que vous fassiez partie de l'avenir du Liban. Je veux rediriger les activités du Hezbollah, non plus contre moi, mais vers la reconstruction du Liban. Mais ce serait un Liban que je contrôle, parce que je contrôle les carrefours. Vous voyez, je pourrais jouer à ce petit jeu toute la journée. Je pourrais faire exactement la même chose avec l'Iran. J'étendrai mon influence économique en Iran. C'est comme ça qu'Israël pourrait gagner cette guerre. Mais les Israéliens ne peuvent pas penser de cette façon. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont besoin de dominer. Ils n'ont pas la patience stratégique. Leur société est devenue tellement tournée vers la guerre et aussi raciste. Pourtant, en Iran, il y a aujourd'hui énormément de vulnérabilité. Beaucoup à cause des sanctions qui durent depuis si longtemps, à cause d'infrastructures vieillissantes. Les dégâts sont considérables. La reconstruction est devenue une nécessité et c'est ça qui va redéfinir le pays. Vous avez vu à quel point Rafsanjani est devenu puissant après la fin de la guerre Iran-Irak. Comment Rafsanjani en est-il arrivé là? Parce qu'il s'est impliqué dans la reconstruction de l'Iran et qu'il a aussi donné au corps des gardiens de la Révolution les moyens d'y participer. Et ces gardiens de la Révolution sont passés d'un groupe de jeunes fanatiques de 20 ans qui faisaient des charges suicides contre les Irakiens à des hommes d'affaires. Aujourd'hui, le corps des gardiens de la Révolution est une organisation bien plus sophistiquée, justement parce qu'ils ont pris part à la réhabilitation économique et à la reconstruction du pays. Il y a énormément de potentiel politique dans la reconstruction. Et si j'étais israélien, j'arrêterais de bombarder des cibles et je commencerais à réfléchir à la manière de contrôler les carrefours stratégiques, à penser sur le long terme, à faire bouger les choses. C'est ce que je ferais. C'est la seule issue possible pour Israël. Si Israël pense pouvoir s'en sortir uniquement en bombardant, ce sera la fin d'Israël. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur les batteries du dôme de fer? Qui les fabrique? Parce que le Hezbollah les frappe de plein fouet, un peu partout, pas seulement dans le sud du Liban. Ces dernières 24 heures, ils en ont touché 3. Et aujourd'hui, on a appris que 2 autres ont été visés dans le nord d'Israël. Je ne sais pas combien de temps Israël peut tenir avec cette nouvelle stratégie du Hezbollah, qui utilise des drones FPV pour attaquer les batteries du dôme de fer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ces batteries-là. Ils s'attaquent à la profondeur logistique de la présence israélienne. Vous savez, Israël n'a jamais eu à faire face à un Hezbollah capable de dominer à ce point la profondeur opérationnelle du champ de bataille. Hezbollah a toujours été très efficace au point de contact. Et par le passé, il a déjà montré qu'il pouvait lancer des roquettes Katyusha pour perturber l'équilibre politique et économique du nord d'Israël. Mais jusqu'ici, les Israéliens avaient toujours eu une certaine liberté de manœuvre. Ils pouvaient concentrer leurs troupes, construire leur logistique, faire circuler les ressources vers le front et en ramener. Aujourd'hui, à la pointe du combat, Israël se fait littéralement malmener. Franchement, Hezbollah les bat à plate couture, dans un affrontement direct. Je ne dis pas que le Hezbollah ne subit pas de pertes. Bien sûr que si, c'est la guerre. Mais Israël a beaucoup d'avantages technologiques. Par contre, les soldats israéliens ne sont pas si bons. Ils ne sont pas si courageux. Ils n'ont pas envie de mourir. Je ne dis pas que quelqu'un a envie de mourir. Mais si tu entres au combat en pensant que ta vie a trop de valeur, tu vas mourir plus vite. Si tu entres au combat en te disant que tu es une ressource qu'on peut sacrifier et que tu dois donc l'utiliser de manière professionnelle
pour en tirer le maximum, tout en comprenant qu'une guerre est faite pour tuer et qu'il y a de fortes chances que tu y passes, alors là, tu as peut-être une chance de survivre. Parce que dans ce cas, tu fais tout ce qu'il faut. Tu n'hésites pas à ce moment-là, parce que tu penses que tu vas survivre, parce que tu penses que ta vie a de la valeur. Tu fais simplement ce que ton entraînement t'a appris à faire. Et je pense que le Hezbollah fonctionne de cette manière. Je ne dis pas que les membres du Hezbollah n'ont pas peur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de peur. Mais dans l'ensemble, le Hezbollah est une machine de combat bien plus professionnelle et efficace que les Israéliens. Parce que les combattants du Hezbollah comprennent et acceptent la possibilité de mourir. Les Israéliens, eux, ne veulent pas mourir. Ils évitent la mort. Et à cause de ça, ils commettent des erreurs. Ils hésitent. Le Hezbollah exploite cette faiblesse sur le champ de bataille et maintenant à travers toute la profondeur du territoire israélien. Ils avancent de 20-30 km à l'intérieur avec ces drones FPV et c'est absolument dévastateur pour Israël. Israël n'a pas de réponse à ce problème. Mais est-ce que ça va vraiment pousser Netanyahou à changer de politique ou est-ce que vous voyez la même attitude qu'avant? Et jusqu'à quand les États-Unis veulent-ils continuer à soutenir Netanyahou? Et Israël, justement. Quelles sont les capacités américaines aujourd'hui pour produire ce type d'intercepteur de missiles pour Israël? Vous n'avez pas parlé des batteries du dôme de fer. De quelle batterie parle-t-on exactement? Enfin, il faut faire attention. Israël utilise énormément de missiles du dôme de fer. Donc, vous avez figé, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais continuer à parler, au cas où le public m'entendrait, mais pas vous. Israël tire des missiles du dôme de fer à un rythme impressionnant. Donc détruire une ou deux batteries ici ou là, ça ne change pas vraiment l'équilibre stratégique. Mais c'est quand même un problème, parce que chaque batterie détruite, c'est une zone qui devait être protégée et qui ne l'est plus. Et à ce moment-là, d'autres armes, d'autres ressources peuvent être déployées. Vous m'avez entendu tout du long, où je parlais tout seul dans le vide. Oui, je t'entends là, tout de suite. D'accord, parce que là j'en ai 3, enfin, j'en ai 2 à l'écran. J'ai Nima, ah voilà, maintenant je n'en ai plus qu'un. Parfait. Je ne sais pas si votre public m'a entendu, et je n'ai pas envie de le répéter. Écoutez, le dôme de fer, non, c'est réel, c'est une chose, comme n'importe quoi d'autre. Mais les Israéliens en produisent beaucoup, du dôme de fer. Et nous, on en produit aussi. Enfin, on le fabrique pour eux. On construit les missiles, on construit tout. Vous êtes vivant? Bougez, que je sache que vous êtes vivant. Oui, on est en direct. Vas-y. On dirait qu'il s'est figé. J'ai pensé, oh non, il a recommencé. Mais non, là c'est un vrai problème. Quand on retire le dôme de fer, je ne m'inquiète pas tellement de l'impact sur la production. Ce que ça montre en revanche, c'est que le Hezbollah peut maintenant imposer ses propres réalités opérationnelles, jusque dans la profondeur que le dôme de fer est censé protéger. On ne place pas le dôme de fer au hasard. L'une des choses que les Israéliens m'ont apprises, et franchement c'était brillant, c'est quand on cherchait des installations stratégiques en Irak. L'Irak, c'est un grand pays. Alors ce que les Israéliens ont fait, c'est qu'ils se sont assis et ils ont cartographié chaque installation de défense aérienne en Irak, une par une. Et puis, vous avez, vous savez, les Roland et d'autres systèmes du même type qui ne sont utilisés que pour protéger des cibles de grande valeur. Donc, vous regardez où se trouvent les Roland. Vous évaluez la situation. Vous l'évaluez en fonction de la dynamique de la menace qui arrive. Vous commencez à tracer des flèches pour montrer comment la défense aérienne est déployée pour contrer une menace venant d'ici ou de là. Et quand vous voyez où ces flèches se croisent, vous vous dites « Tiens, il y a quelque chose d'important juste ici ».
Ensuite, vous commencez à observer les alentours et vous vous dites « Ah, regardez ça! Regardez ce qui se passe. » Avec le temps, ils ont construit une nouvelle route ici. Ils ont amené de l'électricité là. Il se passe quelque chose à cet endroit. Bon, là, on tient quelque chose. Quand Israël déploie le dôme de fer ou un autre système, c'est qu'il protège quelque chose. Parce que les Israéliens, quand on a appliqué à l'Irak ce que je trouvais être une analyse brillante des schémas de défense aérienne, eh bien, eux, ils font la même chose. Ils projettent ça parce qu'ils savent qu'ils déploient leur défense aérienne de manière similaire. Et ça, c'est un gros indice pour les Iraniens en ce moment. Si vous voulez savoir où se trouvent les choses de valeur en Israël, tracez toutes les positions de défense aérienne et faites ce que je viens de dire. Parce que c'est comme ça que les Israéliens raisonnent, les choses de valeur. Mais bon, je vais sûrement avoir des ennuis pour avoir dit ça. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux Iraniens. Quand on fait la guerre, on fait de la défense aérienne, c'est tout. Vous, les Ukrainiens, vous pouvez le faire contre les Russes. Et vous, les Russes, vous pouvez le faire contre les Ukrainiens. Moi, je suis juste un type qui analyse les schémas de défense aérienne, sans parti pris. Quand le Hezbollah fait exploser ces systèmes, il détruit quelque chose qui sert à protéger autre chose. Donc à ce moment-là, on crée une vulnérabilité quelque part. Je pense que le Hezbollah a fait ce genre d'analyse. Ils savent très bien ce que ces systèmes sont censés protéger. Et en les détruisant, ils ouvrent des fenêtres de vulnérabilité qu'on peut exploiter pour frapper des cibles encore plus importantes. Scott, comment tu compares la visite de Donald Trump en Chine à ce qu'on a vu avec Vladimir Poutine et sa visite à Pékin? Et où est-ce qu'on en est avec la guerre en Ukraine? Parce qu'on a l'impression que quelque chose est en train de s'intensifier entre la Russie et les Européens. Je ne sais pas à quel point ça pourrait être dévastateur. Tu penses que Donald Trump en a parlé pendant sa visite en Chine? Parce que, si je me souviens bien, tout tournait autour de l'Iran. Il n'a rien dit sur l'Ukraine, mais on dirait que la situation en Ukraine devient de plus en plus sérieuse avec le temps. Bon, d'abord, votre public doit prendre tout ce que je vais dire avec un peu de recul. Parce que j'avais dit que Xi Jinping allait accueillir Vladimir Poutine à l'aéroport. Et je me suis trompé. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a fait. Alors, le ministre des Affaires étrangères fait partie du Politburo, tandis que le vice-président qui avait rencontré Donald Trump n'en fait pas partie. Donc, on peut dire qu'il y a eu une montée en grade. Mais bon, mes compétences en sinologie sont un peu rouillées, vous voyez. C'est comme ça. Mais regardez, ce sont deux rencontres totalement différentes. Les résultats n'ont rien à voir. La Chine cherchait à gérer sa relation avec les États-Unis et les États-Unis cherchaient à gérer leur relation avec la Chine. En fait, ce sont deux puissances qui essayent de se gérer mutuellement. Un camp s'en est mieux sorti que l'autre, la Chine. Mais ce n'étaient pas des réunions entre amis. Vladimir Poutine et Xi Jinping, eux, sont amis. Là, on parle d'une rencontre entre des dirigeants et des nations qui ne sont pas seulement en bons termes, mais liés par une relation stratégique d'une profondeur et d'une durée exceptionnelle. Ce n'est pas une alliance de circonstances à court terme, c'est une association stratégique de long terme, fondée sur la nécessité, sur la survie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un tournant majeur qui pose une base solide pour la suite. Vous savez, l'un des points importants de la rencontre entre Trump et la Chine, c'est que Trump a été clairement averti de la valeur existentielle que les Chinois attachent à Taïwan. Ils ont en fait dit « conflit, nous aurons un conflit direct avec vous si vous vous en mêlez ».
Cette déclaration s'applique maintenant directement parce que les Chinois ont comparé l'intérêt de la Russie pour l'Ukraine à celui de la Chine pour Taïwan. Donc même si Xi Jinping ne dit pas ouvertement « nous soutenons ce que fait la Russie en Ukraine », la relation indirecte montre clairement que c'est le cas. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est créer une profondeur stratégique, des partenariats énergétiques, des liens économiques qui survivront à toute escalade possible. Moi, je pense qu'il y aura une escalade. Je crois qu'une guerre entre la Russie et au moins un État balte est inévitable, comme une guerre d'avertissement. Je crois que c'est la Lettonie sera rayée de la carte. La Russie a déjà identifié de nombreuses cibles militaires et politiques qui seront éliminées, et elles le seront de manière décisive. Je pense aussi que l'Ukraine va disparaître de l'échiquier comme entité politiquement viable. Je crois que Kiev sera anéanti par une attaque massive de la Russie qui détruira les centres de décision du gouvernement ukrainien. S'il se déplace à Lviv, Lviv sera détruite à son tour. La Russie ne joue plus, c'est fini. On a poussé la Russie trop loin, et maintenant elle se trouve dans une situation où si ça continue, elle en subira des conséquences existentielles. La Russie ne joue pas à ce jeu-là. Et donc, la Russie va maintenant gagner, et gagner de façon décisive. Je pense que les États-Unis en sont conscients et qu'ils ne feront rien face à une réaction russe jugée raisonnable. Une réaction russe raisonnable, ce serait la destruction physique de Kiev et une attaque très marquée, nette et décisive contre un État balte, à titre d'exemple. Mais le danger, c'est que si l'Europe ne tire pas la leçon et cherche à continuer, la prochaine frappe visera des centres de décision situés en dehors des pays baltes, au cœur même de l'Europe. Et je crois qu'ils cibleront l'Allemagne en particulier. On dirait que la Lettonie demande qu'on envoie des bombes nucléaires sur son territoire. Je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre de Donald Trump, mais avec la guerre en Iran, personne ne saurait vraiment ce qui se passerait avec l'administration Trump. À ton avis, Scott, est-ce qu'ils vont le faire? Pardon, tu peux répéter? La connexion a coupé. Tu m'entends, Scott? Oui, maintenant je t'entends. Tu peux poser la question encore une fois? Ce sera la dernière, parce que je dois y aller. Mais c'est quoi la question? Tu peux la répéter? Scott, tu m'entends? Moi, je t'entends. Il faut que tu répètes la question. Comment voyez-vous la situation avec la Lettonie? La question, c'est que la Lettonie demande que des bombes nucléaires soient envoyées sur son territoire. Est-ce que les États-Unis vont le faire? Non, pas du tout. Ce serait la mort assurée. Des bombes nucléaires en Lettonie, est-ce que ça va vraiment arriver? Non, les États-Unis n'enverront pas d'armes nucléaires en Lettonie. Ils ne le feront pas. C'est un accord bilatéral. Les États-Unis ne feront pas ça.